On est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, au programme, des news plutôt intéressantes. Une première qui concerne la Grande-Bretagne qui va bientôt autoriser les voitures autonomes en mode autonome à rouler. Alors, sous des conditions plutôt très strictes, mais voilà, c'est une première en Europe. Ensuite, on a une news de Thierry Breton qui est commissaire européen à je sais pas quoi, qui est parti dans un gros chantier, vouloir ramener de la production de semi-conducteurs dernière génération sur le territoire européen. Il n'a pas peur, il a l'air plutôt motivé et, euh, et je suis pas sûr que ça suffise, mais déjà il a envie, donc c'est cool. À voir derrière comment ça se passera, j'ai quand même des doutes. On verra dans le futur. On parlera water cooling avec honnêtement un des plus gros kits all-in-one de water cooling que j'ai jamais vu. On est sur un vrai mastodonte. Hop, poil de chat qui vole. On est sur un vrai mastodonte ici de chez EK, donc des boss dans le domaine en plus. Ça régale. On va parler du i5 11e génération, le 11400F, le i5 qui est censé être le plus accessible, qui est le plus accessible. Peut-être le seul processeur de cette génération qui vaut vraiment le détour. On va aller voir ça un peu plus en détail, même si je vais pas trop rentrer dans les caractéristiques techniques parce que c'est embêtant. Je vais plutôt vous donner une idée de ce que ça vaut par rapport aux autres, et ça, c'est plus intéressant. On finira comme d'habitude avec d'abord des news sur les cartes graphiques, rarement des bonnes news en ce moment sur les cartes graphiques à part des prix assez indécents et une disponibilité très pauvre. Et bah en général, on n'a rien d'autre. Aujourd'hui c'est le cas en vrai. On a quelques annonces, notamment d'AMD, mais on n'y croit pas trop. On en parlera un peu, mais on n'y croit pas trop. Et on finira avec un écran qu'on avait déjà vu, un écran Asus très haut de gamme. On parle ici d'écran 4K 144 Hz. On a un tarif, c'est pas encore totalement officiel, mais ça a l'air d'être plutôt correct comme tarif, plutôt dans ce qu'on attend. Alors je vous dis pas qu'il est accessible, hein, clairement. On est loin d'être sur des prix accessibles. Mais on est sur du très haut de gamme, donc voilà, hein, c'est un autre délire toujours. On commence tout de suite pour le coup avec les voitures autonomes et la Grande-Bretagne qui a visiblement décidé d'autoriser avec des conditions et de façon encadrée les voitures autonomes sur son territoire. Donc quand on dit voiture autonome, c'est qui se conduit forcément toute seule, hein. On parle vraiment d'autonomie totale et pas d'aide, seulement d'aide à la conduite. Alors, faut remettre ça dans son contexte tout de même. Faut savoir qu'actuellement en Europe, aucun pays n'accepte le fonctionnement de voitures autonomes. C'est illégal chez chaque pays européen. C'est un problème dans le sens où on sait que voilà, ça va devenir une norme à plus ou moins long terme, mais ça va devenir une norme la voiture autonome une fois qu'il y aura un service qui sera robuste et fiable. On sera sur quelque chose qui devrait vraiment arriver quasiment partout, en tout cas dans tous les pays qui sont déjà bien installés et qui ont déjà les infrastructures pour. C'est aussi ça, parce que ça représentera forcément un investissement pour que toutes les routes soient adaptées. Il y a aussi ce problème-là. Ici, on parle vraiment d'un encadrement ultra strict parce que c'est pas du tout, voilà, si vous avez une voiture autonome, vous pouvez l'utiliser en mode autonome partout, machin. On est loin de ça. On est sur des portions qui ont été prédéfinies.
Donc voilà, donc déjà on sélectionne les endroits où les voitures autonomes peuvent être en autonomie. Deuxième point, sont des portions qui sont à maximum 60 km/h pour prévenir tout bug non prévu dans les systèmes d'autonomie. On se dit qu'en limitant à des portions de moins de 60, même s'il y a des problèmes, voilà, on minimise les chances d'avoir des dommages corporels, ce qui est le plus important. Encore une fois, avoir un accident de voiture, voilà, c'est toujours embêtant parce qu'une voiture, ça peut coûter cher, tout ça. Tant qu'il n'y a pas de blessés, c'est le plus important. Donc, ils ont vraiment décidé d'y aller, là où chez nous, c'est pas du tout le cas. On est clairement très très loin. Mais ils veulent tester, ils veulent être pionniers en Europe sur les véhicules autonomes. Et en vrai, ils ont tout de même annoncé qu'ils visaient une baisse des accidents. C'est ça le but premier, d'avoir des circuits routiers plus sûrs et avec moins d'accidents. Et après, dans un second temps, dans un monde parfait, le véhicule autonome permet aussi de réguler la circulation pour pas faire disparaître les embouteillages, mais en tout cas les minimiser énormément et donc fluidifier tout le trafic routier, notamment là où on a des trafics ponctuellement engorgés autour de pas mal de grandes villes. Malheureusement, ça peut... Enfin, on espère dans le futur que ça sera une des solutions. Si tout ça est géré intelligemment, on peut trouver le moyen de fluidifier tout ça. Et ce serait un régal pour tout le monde. Après, pourquoi pas dans le futur vraiment ne plus avoir à s'en soucier. Là, on parle encore de systèmes qui doivent être où vous devez dans les quelques secondes pouvoir reprendre le contrôle de votre véhicule. Donc ça veut dire rester au volant, concentré sur ce qui se passe sur la route et tout. On est encore loin de la voiture où on s'installe juste dedans et elle nous emmène d'un point A à un point B sans avoir à rien faire d'autre que dire je vais là. Mais voilà, on imagine un peu tous le futur de la voiture comme ça. Peut-être que ça ne le sera pas, mais pour l'instant, ça a l'air d'être quand même la voie qu'on essaye de prendre. Et c'est intéressant que la Grande-Bretagne soit les premiers à vouloir essayer des trucs. Encore une fois, c'est ultra encadré. C'est vraiment pour faire des essais. Hein. Là, on nous parle d'autoriser, mais c'est plus faire des tests sur des portions adaptées, voir comment ce que ça engendre et aviser derrière. Mais il va falloir. De toute façon, il va falloir. Ça a l'air d'être une volonté forte d'avoir des voitures autonomes, donc il faut le permettre aussi bien légalement que dans les infrastructures. Et donc changer les lois, hein, forcément. On continue avec cette grosse news que j'ai lue intégralement, mais je vais vous passer plein de détails qui ne sont pas intéressants. On a ici Thierry Breton qui est le commissaire européen. Alors du coup, je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi correspond le titre de commissaire européen. Je suis désolé. Mais j'imagine qu'il est haut placé dans les instances européennes et notamment décisionnaire de certains trucs, je l'imagine. En tout cas, il nous annonce aujourd'hui fièrement que l'Europe va lancer une alliance dans le semi-conducteur pour rapatrier une partie de la production des semi-conducteurs, notamment les semi-conducteurs dernière génération de pointe avec des finesses de gravure de 5 nanomètres et moins. Donc on n'est pas sur n'importe quoi, on est sur des trucs qui sont très peu maîtrisés à travers le monde. Mais l'Europe a décidé d'investir un peu, de créer une alliance. Alors,
Ils veulent doubler la capacité de production des semi-conducteurs en Europe d'ici 2030. Ça, c'est leur but. En gros, ça signifie passer de 10 à 20% des parts de marché au niveau mondial, ce qui veut dire qu'on a quand même déjà 10%, ce qui n'est pas rien, mais c'est pas non plus beaucoup. Bien sûr, ça arrive étrangement en plein problème dans ce secteur-là, avec des pénuries, des manques de production et tout un tas de problèmes qui fait que, bah, au final, plein d'entreprises qui ont besoin d'éléments de puces ne peuvent pas les trouver. Ça arrive aussi étrangement en même temps que tout le monde qui se dit prêt à recréer de la production de semi-conducteurs sur son territoire. Après, bon, il y en a qui n'ont pas besoin. Il y en a qui n'ont pas besoin. Taïwan avec TSMC, la Corée avec Samsung, eux, ils n'ont pas besoin. Mais la Chine a dit qu'ils allaient investir des dizaines de milliards. Les États-Unis, pareil. Tout le monde veut voilà, redevenir maître de sa production de semi-conducteurs. Ce qui n'est pas simple. On a vu que certains organismes ont calculé qu'il fallait à peu près injecter 150 milliards de dollars pour rattraper les plus performants à l'heure actuelle, sans compter que eux, ils vont aussi progresser à travers le temps. Donc, donc c'est compliqué. À l'heure actuelle, c'est bien sûr Samsung et TSMC qui sont les leaders dans ces semi-conducteurs très dernière génération avec du 5 nanomètres par exemple. Donc à l'heure actuelle, c'est une volonté d'un peu tous les grands États, toutes les grandes puissances, notamment économiques, d'avoir la main dessus et de maîtriser un peu la chose, là où à l'heure actuelle, tout se fait en Asie et est dépendant de TSMC et Samsung notamment. En Europe, on y va avec nos moyens et ce qu'on a. Donc nos entreprises européennes ont décidé de se mettre ensemble, ainsi que 22 États européens. En termes d'entreprise, on est sur du NXP, Infineon, ST Microelectronics, Bosch, Siemens, ASML, et aussi des instituts de recherche, donc en France le CEA Leti, en Allemagne l'Institut Fraunhofer et l'IMEC en Belgique aux Pays-Bas. Donc voilà, tout le monde enfin peut-être pas tout le monde, mais pas mal d'acteurs européens se mettent ensemble pour essayer de rattraper le train, parce que là on parle de ça à l'heure actuelle, hein. On est sur rattraper le train, on est en retard par rapport aux leaders à l'heure actuelle, et on a quand même pas mal un peu de retard, comme à peu près tout le monde, à part les leaders à l'heure actuelle. Donc ils vont aussi investir de l'argent. On n'est pas sur du 150 milliards, bien sûr, on parle de quelques milliards, voire quelques dizaines de milliards sur pas mal d'années, hein. Ça va être compliqué. C'est une volonté que beaucoup entretiennent en ce moment, de vraiment maîtriser cette production de semi-conducteurs sur son propre territoire. Mais ils ont longtemps négligé la chose et maintenant on a du coup tous du retard et forcément c'est compliqué. Là où on sait que par exemple TSMC et Samsung ne vont pas ralentir, eux ils ont de l'avance et ils comptent bien le garder pour rester leader sur leur marché, et ils ont bien raison, hein, c'est normal. Donc va falloir y aller dur, travailler et mettre les moyens si on veut revenir dans le game et être compétitif. Ça va pas être simple. Et en plus on nous parle vraiment, ça c'est vers la fin, je vous passer un peu les trucs, mais on nous parle vraiment de 5 nanomètres et pourquoi pas 3 nanomètres et moins. Donc même ce qui n'est pas encore à l'heure actuelle répandu, on veut l'avoir d'ici pas si longtemps que ça. C'est vraiment ambitieux.
On verra. Mais c'est vraiment ambitieux. On continue avec un monstre. Un kit de water cooling. Honnêtement, pour les... pour refroidir des très gros processeurs. Alors, je vais vous montrer celui-là. Ici, on a le modèle 280 mm avec, vous voyez, non pas 2, mais 4 ventilateurs de 140 mm. De quoi refroidir déjà un gros monstre en termes de processeur. Il existe la version 360 équipée de 6 ventilateurs de 120 mm. Donc pareil, hein, de quoi refroidir encore plus, toujours plus. Alors du coup, il y aura du ventilateur, il y aura un peu de bruit forcément. Mais là, vous pourrez pousser votre processeur, à mon avis, il gardera une température optimale avec ce genre de truc. On est vraiment sur du haut de gamme. On a en plus, voilà, du RGB adressable, synchronisable. 4 ventilateurs pour ce modèle 286 pour le modèle 360. On est chez des boss du water cooling, on est chez EK, qui sont des boss, des cracks. On est aussi à un tarif élevé, on est sur du matériel premium. Ici, 190 € pour ce modèle 280 mm. Mais bon, d'un autre côté, vous avez un kit water cooling simple à installer qui permettra honnêtement, même dans cette version 280, de refroidir n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi, hein. Même un gros processeur que vous allez overclocker. Ça fera très très bien le taf. Et qualité EK, garantie EK, on est sur du top matos à un prix un peu élevé forcément, 190 €. Mais encore une fois, ça permettra de tout refroidir. Il faut aussi avoir la place. À noter, il faut aussi avoir la place. C'est un peu épais tout ça, un radiateur plus 2 épaisseurs de ventilateur, un peu épais. Mais en termes de perf, difficile de faire mieux sur des kits de water cooling. Voilà, hein, pas des trucs custom. Ici, on est sur du all-in-one simple à installer et très très costaud. On continue avec le i5 11400F. i5 dernière génération, pas le plus puissant des i5 dernière génération, parce que le i5 le plus puissant c'est 11600K. Ici, on est sur une version plus accessible en termes de prix. On enlève la partie graphique intégrée pour encore une fois alléger la note. On est sur un processeur relativement performant, tout de même. On est quand même sur un i5 avec 6 cœurs, la possibilité de faire x2 en virtuel. Tout ça, c'est cool. Ça dépote en termes de performance. On peut faire du gaming avec. En plus, il est plutôt adapté, parce qu'on voit qu'ici, on se sépare de la partie graphique intégrée. C'est donc qu'on a envie d'y intégrer une carte graphique dédiée, forcément. Sinon, on prendrait celui avec la partie graphique intégrée. Donc, pour du gaming, c'est plutôt bien. Si on compare ça à la génération précédente, la 10e génération Intel, bah c'est simple, c'est mieux que le 10400F qui est directement l'équivalent à une génération d'écart. C'est même au moins quasiment tout le temps équivalent au i5 10600K qui était le i5 le plus puissant. Et parfois on arrive sur certains applicatifs ou certains jeux, on arrive à aller jusqu'aux performances du i5 11600K, donc le i5 le plus performant, dernière génération. Ça c'est quand même plutôt cool. Pour un processeur qui est à un prix assez ouf parce qu'il coûte seulement 169 €. Il ira parfaitement, vraiment parfaitement dans des configs entrée de gamme gaming, vraiment, 170 € et pour de l'entrée de gamme gaming, on sera bien. Pour de la bureautique plus, on sera aussi sur du must. A noter qu'il faut tout de même y ajouter une carte graphique, hein, c'est important, pas de partie graphique intégrée. Mais on est quand même sur quelque chose de plutôt intéressant. On est au moins équivalent au i5 10600K de la génération d'avant, et ça c'est pas mal.
Et honnêtement, pour moi, c'est peut-être le seul processeur qui vaut le détour. Oui, ils ont mis un cocotte d'or, ils ont bien raison. C'est le seul qui vaut le détour par rapport à cette 11e génération. Il est au niveau en termes de performance, il n'est pas méga au-dessus de ce qui se faisait avant, mais il est au-dessus et c'est cool. En termes de prix, on est toujours sur du très très accessible. 170 euros, c'est quand même très ok pour un processeur 6 cœurs qui ira tenir la charge un petit peu sur les trucs. On parle pas de gros multitâches, tout ça, mais ça fera très bien le taf pour la plupart des choses. Donc c'est très très propre. Pour du gaming, ça marche pour de l'entrée de gamme. Après, forcément, si vous voulez vous faire une très belle config un peu chère, c'est peut-être pas ce sur quoi on voudra aller. Mais pour quelque chose avec un budget plutôt limité et quand même des volontés de jouer à des jeux vidéo dans des bonnes conditions, c'est plutôt bien. Vraiment, pour moi, c'est le seul où je dis ouais, c'est intéressant. Les autres 11e génération, j'ai du mal à m'y retrouver en termes de prix, en termes de performance, c'est pas trop ça. Celui-là, oui. Honnêtement, c'est le seul que je peux conseiller dans ces 11e génération. Les autres, si vous n'avez pas le choix, oui, mais sinon, il y a mieux. Il y a plus intéressant, en tout cas. On continue avec les cartes graphiques et je vous ai dit que des mauvaises nouvelles, c'est pas totalement vrai, pas totalement faux non plus. Parce qu'on a cette petite news, alors c'est pas vraiment une bonne nouvelle ni une mauvaise, comme vous l'aurez compris, mais j'aime beaucoup ce design. On est ici sur iGame qui nous présente une RTX 3060 avec un nom. Souvent on a des noms imprononçables, bon pas trop pour les cartes graphiques, mais souvent on nous donne des noms imprononçables. Et là, j'aime beaucoup le nom, c'est la Bilibili eSport Edition OC. Et en vrai, elle a un look plutôt cool. Alors après, bon, on est clairement sur du design un peu typé asiatique, donc probablement pour le marché asiatique. Mais le reste est plutôt sympa. On a ici des aérations et un seul ventilateur. Ah non, deux ventilateurs, pardon. Pourquoi deux... Ah oui, en fait, ils sont inversés. Comme sur la Founders Edition, on reprend le design de la Founders Edition et on a un ventilateur ici sur cette face et le ventilateur il sera là sur l'autre côté. Vous voyez ici. Donc voilà, on reprend le design de la Founders Edition. J'aime bien. Bon après les petits dessins et tout, peut-être un peu moins, mais je trouve ça stylé parce qu'on est vraiment sur une version custom qui reprend le principe de la Founders Edition en termes de refroidissement. Et pour le coup, je trouvais ça plutôt innovant et plutôt beau visuellement ce principe. Et apparemment, ça marchait plutôt pas mal. Donc, je trouve ça dommage que les autres n'aient pas eu envie de venir développer ce système de refroidissement. Ici, iGame le fait, mais pas sûr que ça soit trop pour notre marché européen. Voilà, je la trouvais jolie, mais on n'a pas de prix, tout ça, et forcément, elle sera pas disponible, comme les autres. Une qui a été disponible aujourd'hui, on est aussi sur une 3060. La marque, c'est KFA2. Et le prix, c'est 630 euros. Alors, bien sûr, on est bien au-delà du prix annoncé par Nvidia à la base, qui était 419 euros chez nous. Mais voilà, je suis triste, mais je dois dire que 629 euros, c'est presque ok pour une 3060. Ça me fait très très mal de vous dire ça aujourd'hui. Ça fait souffrir mon cœur. Mais c'est la réalité. C'est presque accessible comme tarif pour une 3060. Mais c'est toujours beaucoup trop cher pour ce que ça devrait être, hein. Juste dans la réalité actuelle, c'est compliqué de trouver des cartes graphiques. Et 629 euros pour une carte graphique, c'est plus si cher que ça. C'est triste. On continue avec cette news qui va aller très très vite parce que j'ai pas envie de l'aborder pendant une demi-heure, surtout que j'y crois pas trop. Juste AMD qui nous promet d'augmenter sa prod.
comme toujours depuis qu'ils ont sorti des processeurs puis des cartes graphiques. Alors, ils ont fait une annonce officielle en anglais qui est traduite ici. Nous nous attendons à ce que les ventes des GPU Radeon 6000 Series augmentent de manière significative au cours des prochains trimestres, au fur et à mesure que nous augmentons la production. Nous constatons que les clients passent de bonnes commandes et que le carnet de commandes est bien rempli. Et puis, nous avons également constaté que la chaîne d'approvisionnement a été tendue pour l'industrie des semi-conducteurs, sans blague. Et nous avons travaillé très étroitement avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons donc une bonne visibilité de l'offre supplémentaire tout au long de l'année. Et que l'on parle de consoles, de jeux sur PC ou de l'ensemble de l'écosystème des jeux, la demande est importante. Nous pensons donc qu'il y a une forte demande et nous continuons à augmenter l'offre pour y répondre. Donc voilà un vrai communiqué officiel avec la bonne langue de bois des communiqués officiels. La réalité est que c'est tendu pour tout le monde et tout le monde doit se battre pour avoir une part de sa prod. Donc ils vont galérer comme tout le monde et voilà, ils espèrent que ça augmente, hein, mais ça risque d'être quand même compliqué. Ils nous disent pas dans quelle mesure ça pourrait augmenter non plus. Il y a ça. Donc pour le coup, je sais pas, j'attendrai de voir des cartes AMD en masse pour dire effectivement ça a augmenté, mais pour l'instant, pas vraiment le cas, quoi. Un peu dommage. Fini avec les cartes graphiques avec voilà un nouveau record, mais un triste record. Une 1050 Ti qui a honnêtement fait son temps, hein, qui est sortie il y a maintenant 4 ans, qui a été lancée à 155 €. 155 € quand elle a été lancée. Ici, on est à 290 € à l'heure actuelle. C'est triste. C'est triste. Donc voilà, une 1050 Ti qui est... Allez, c'est de l'access, hein. On n'est pas sur une... on est sur de l'entrée de gamme gaming, mais vraiment l'entrée de gamme. Bon, on peut avoir 1050, mais 1050, on est à peine sur du gaming. 1050 Ti, on commence à pouvoir faire tourner un peu des jeux en augmentant les graphismes. Mais ça reste trop vieux, trop cher et trop peu. Donc voilà, c'est triste, hein, 290 € pour une 1050 Ti. Aïe aïe aïe. Et un autre prix pour un tout autre objet. Ici, un écran Asus 32 pouces 4K 144 Hz G-Sync Ultimate. Et enfin un prix pas totalement officiel, mais pour notre marché, après nous avoir donné un prix avec une conversion d'une autre devise machin, qui était assez indécent. On parlait de, voilà, 5475. On nous parle ici d'un prix un peu plus correct. 3200, ça reste très très cher, bien sûr. On parle aussi d'un objet, un moniteur très haut de gamme. Ici, on est quand même sur quelque chose de top, hein. On a la 4K, on a les 144 Hz pour du gaming ultra fluide, ou profiter de toutes les performances sur une console dernière génération. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? On est vraiment sur le maximum qu'on sache faire en termes d'écran chez Asus à l'heure actuelle, hein. Et ça coûte pour le coup 3200. C'est un peu cher. Un peu cher, mais voilà, hein, si vous avez les moyens, c'est le top. Mais un peu cher. Voilà qui conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite à faire de retour comme souvent. Ça m'aide à progresser forcément. Et on se retrouve demain pour la suite et la fin de l'actu hardware pour cette semaine. Et oui, demain on est déjà vendredi. Voilà, merci d'avoir regardé et à demain.